Bonsoir à tous. Nous allons essayer de commencer à l'heure. Euh, je vous propose de patienter quelques minutes le temps que tout le monde ait le temps de se connecter. Vous retrouverez sur cette première diapositive, pour patienter, les grands temps forts de Perial Asset Management pour cette année 2020. Une année tout à fait intéressante et pleine de surprises, pleine d'innovations aussi chez Perial. Ça a commencé assez fort avec l'activité sur PF Grand Paris, l'augmentation des prix de la part qui a eu lieu en mars dernier, des services qui ont été créés, le lancement de l'épargne programmée. Je vais continuer à dire bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure que je vais décrire ce qui se passe sur cette diapositive. Dans la foulée, eh bien, tout le monde a vécu les événements de 2020 de la même manière avec le confinement, et nous avons fait à cette occasion des baromètres sur le télétravail, l'utilisation des bureaux, qui était quand même un thème qui a animé très fortement les questions de nos clients tout au long de l'année. Au centre de cette diapositive, ce qui est central pour nous, c'est-à-dire nos clients. Et nos clients nous ont confié plus de 500 millions d'euros l'année dernière, qui est la preuve de l'intérêt de l'immobilier dans le placement individuel, et notamment de l'immobilier de bureau, de l'immobilier d'accueil, sur lesquels nous nous sommes forgés une réputation et un savoir-faire spécifique. Toujours en attendant les derniers arrivants, le lancement en fin d'année d'une nouvelle SCPI chez Perial qui s'appelle PF Hospitalité Europe, qui est la première SCPI spécialisée sur l'immobilier d'accueil chez Perial. Nous avions déjà des expériences au travers de participation dans des immeubles d'hôtellerie dans la SCPI PFO. Donc, un tout petit peu plus fort, c'est parfait. La première diapositive est faite pour se rôder. Donc, je ne vois pas les retours, donc je vais parler un peu plus fort pour que tout le monde puisse bien m'entendre. Une année d'innovation, donc toujours pour terminer cette diapositive et laisser arriver les derniers arrivants, avec la création de Perial Eurocarbone, qui est la première SCI que certains d'entre vous pourront retrouver très rapidement dans leur contrat d'assurance vie, pour s'exposer donc à de l'immobilier environnementalement responsable, puisque c'est une SCI qui va travailler avec une optique d'impact neutre en termes d'émissions carbone. Et enfin, le gros temps fort pour nous de la fin d'année et de toutes les équipes d'asset management et de gestion a été finalement la validation d'une expérience de 10 ans dans l'investissement socialement responsable avec le label pour PFO2, qui a sanctionné positivement notre démarche d'investissement socialement responsable et qui en fait donc une des premières SCPI labellisées, et notamment la première SCPI dans le top 10 en termes de nombre d'immeubles en portefeuille. Je vois que nous sommes 150, nous allons donc pouvoir commencer. Je suis aujourd'hui avec Yann Wittkok, qui est le directeur du Fund Management. C'est celui qui a aujourd'hui la responsabilité de la gestion des SCPI dans lesquelles vous êtes investi. Et moi-même, donc Victor Play, je suis responsable de la clientèle directe chez Perial AM. Ce webinaire est donc destiné à nos clients directs, ces clients qui nous font confiance et qui parlent directement avec nos conseillers en investissement. Et nous sommes convaincus que nous vous devons une relation de proximité, de la transparence et plus d'informations pour pouvoir vous informer sur vos placements. Nous allons dans un premier temps faire un petit point, Yann, si tu le veux bien, sur, encore une fois, les grands temps forts de l'année dernière. Perial Asset Management a aujourd'hui 4,8 milliards d'euros de patrimoine immobilier sous gestion. Ce sont plus de 500 millions d'euros qui nous ont été confiés par nos clients l'année dernière. Donc, encore une fois, un grand merci à vous tous, car sans ces souscriptions, nous n'aurions pas pu réaliser les 815 millions d'euros d'investissement immobilier qui permettent de renouveler notre parc immobilier, de maintenir les performances. C'est extrêmement important pour nous d'avoir cette dynamique de collecte pour pouvoir continuer à faire des acquisitions qui seront la performance de nos SCPI pour demain. Aujourd'hui, chez Perial, il y a 160 collaborateurs qui sont au service de votre épargne pour gérer et commercialiser plus de 500 immeubles en portefeuille. Donc voilà pour le bilan 2020. Encore une fois, un grand merci pour votre confiance tout au long de cette année qui a été particulière. Nous allons pouvoir nous projeter sur ce webinaire qui se déroulera en 4 temps. Dans un premier temps, Yann Wittkok nous présentera sa vision sur le marché de l'immobilier tertiaire.
Dans un second temps, nous ferons un bilan sur les SCPI gérés par Payal Asset Management, leurs résultats. Enfin, dans un troisième temps, nous nous projetterons. Je pense que c'est extrêmement important, surtout dans ces temps compliqués, de se projeter, d'avoir de la visibilité sur notre vision, les investissements et les résultats que nous allons chercher à obtenir. Et enfin, dans un quatrième temps, je donnerai les grandes clés pour bien réussir ces investissements en SCPI et vous informer un petit peu de tout ce que nous faisons auprès de nos clients directs. Donc, je laisse la parole à Yann et n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Éteins ton micro. Merci Victor. Éteins ton micro. Merci Victor. Donc effectivement, le but est de vous présenter un petit point marché avant d'aller parler des résultats de nos SCPI. N'hésitez pas à utiliser le module de questions-réponses. J'ai déjà vu plusieurs questions. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure ou quand le point est abordé dans la présentation. Si je vois des questions qui concernent des points qui seront abordés plus tard, on répondra au moment où on aborde les points. Un petit point sur l'économie tout d'abord. C'est important de faire ce point puisque l'immobilier est en prise directe avec l'économie. Nos locataires, donc le revenu des CPI, sont le socle de l'économie. Et donc, on vous a mis un petit graphe en bas à gauche qui est intéressant puisqu'il voit l'impact des deux confinements. Et on voit très bien que l'impact du deuxième confinement a été beaucoup plus faible que le premier, parce qu'il était moins strict et parce que l'économie s'est habituée également. Et donc, c'est une interrogation sur 2021. 2021, la vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez que les scénarios que présentent l'INSEE et la Banque de France sont très, très larges, puisque dans les scénarios favorables, nous sommes sur une croissance à 7% en 2021, et dans les scénarios sévèrement défavorables, nous sommes à une baisse de la croissance de 1%. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est très compliqué de prévoir l'année 2021. Néanmoins, ce graphe en bas à gauche nous permet d'espérer en disant que l'économie s'est habituée au fur et à mesure. Et ce qui a également sauvé l'économie, c'est l'injection massive d'argent qui a été faite par les banques centrales des différents pays européens et par les gouvernements des différents pays européens, que ce soit en France, en Allemagne, aux Pays-Bas. Tous les gouvernements ont injecté beaucoup d'argent qui ont permis de maintenir les entreprises à flot. Quand nous avons fait notre webinaire au mois de juillet pour les épargnants, nous avions dit que ce qui nous inquiétait sur l'année 2020, c'était les faillites. Puisqu'effectivement, si on a une vague de faillites, eh ben, on a des loyers bien évidemment perçus qui vont chuter. On a vu que cette vague de faillite n'avait pas eu lieu et qu'au contraire, ces prêts aidés au gouvernement, par le gouvernement, les PGE, ont permis d'avoir moins de faillites en 2020 qu'on en avait eu en 2019, ce qui est complètement paradoxal vu l'ampleur de la crise qu'on a vécue, mais qui montre bien que ces mesures de soutien ont fonctionné. Et ce sera le vrai défi de l'année 2021 et du début 2022, c'est comment va être gérée la transition, puisque ces aides ne vont pas pouvoir durer éternellement, comment on va retirer ces aides et quel va être l'impact sur les entreprises. Nous restons optimistes néanmoins, puisque vous verrez que les taux d'encaissement qu'on a eus sur nos SCPI sur l'année 2020 sont somme toute plutôt bons. Sur le marché de l'immobilier en lui-même, sans surprise, une baisse du marché de l'investissement. Néanmoins, ces chiffres sont des chiffres très élevés. C'est-à-dire qu'on est au-delà de la moyenne des 5 dernières années. Et c'est important de le souligner, 2019 avait été une année record. On avait fait presque 40 milliards en France, qui n'était jamais arrivé jusque-là. 2018, on avait été autour des 30 milliards. Donc, vous voyez que par rapport à 2018, l'année 2020 est quasiment équivalente. En Allemagne, c'est la même chose. En Allemagne, on est supérieur en 2020 par rapport à 2018. Donc, il faut mettre de côté cette année 2009 qui a été exceptionnelle. On reste sur un marché immobilier qui est très solide, mais néanmoins un marché qui s'est divisé en deux parties. D'un côté, un marché solide sur les produits les plus sécurisés,
c'est-à-dire que les actifs qui sont en vente avec des durées de baux très longues sur des locataires très solides, nous avons gagné en fin d'année dernière un immeuble qui était loué pour 9 ans ferme à Orange pour PFO2 et PF Grand Paris. C'est un actif qui a été très disputé parce que l'ensemble des investisseurs estimaient que c'était un actif solide, puisqu'il y avait la durée ferme du bail et que le locataire était un locataire qui n'était pas du tout impacté par la crise. Et donc, sur ce genre d'actifs, il y a vraiment un marché encore très solide. Par contre, sur les actifs qui ont des problèmes locatifs ou les actifs qui sont moins bien localisés, le marché est plus compliqué et il y a des problèmes de liquidité sur cet actif-là. Néanmoins, nos SCPI sont des SCPI avec des taux d'occupation très élevés, puisque nos taux d'occupation réels sur nos 3 SCPI sont d'environ 95% et de 100% sur PF Hospitalité Europe. Et donc, on a des portefeuilles d'immeubles loués. Et donc, c'est pour ça que l'impact sur les valeurs d'expertise dont on parlera tout à l'heure a été extrêmement faible, voire inexistant, puisque les experts immobiliers ont estimé que sur ces immeubles loués, il y avait encore une vraie demande de la part des investisseurs. Et donc, le résultat, c'est que vous voyez que les taux sont restés globalement identiques. Les taux de rendement sur les immeubles, on aurait pu s'attendre à ce que les taux remontent fortement, mais en fait, ils ont même continué à baisser à Paris, puisque les fondamentaux immobiliers dans Paris étaient très bons. Ce qu'on vous avait dit avant l'été, c'est que cette crise a frappé à un moment où les fondamentaux immobiliers étaient très bons. Les taux de vacances dans les principales villes européennes étaient extrêmement faibles. Et donc, depuis, certes, il y a eu moins de prises à bail, mais comme on partait de taux qui étaient très bons, de taux de vacances qui étaient très bons, et le marché est resté plutôt stable. Vous voyez donc l'évolution de ces taux. On a une vraie différenciation quand même entre les secteurs. Vous voyez que le commerce est l'actif qui a, lui, eu un impact négatif. Les taux ont été augmentés de 65 points de base. Et là, on parle des taux prime, donc des meilleurs actifs de commerce. Les actifs de commerce de périphérie, de villes secondaires, sont devenus très compliqués à vendre aujourd'hui et ont des taux qui sont relativement élevés, puisque l'analyse des acteurs de l'immobilier est que le bureau s'adaptera. Alors, il y a eu une grosse mutation du secteur de bureau pendant cette crise, mais nos locataires sont solides, il y a des baux, une structure de bail qui est résistante, et donc ça va prendre du temps, et donc les SCPI ont le temps de s'adapter à la transformation du bureau. Le commerce, c'est beaucoup plus impactant, puisqu'il y a énormément de commerçants qui ont fermé, et donc c'est pour ça que le commerce a été plus impacté. Sur le bureau, et ce qu'il faut dire également, c'est que l'impact a été important au global. Vous voyez que la demande locative placée a chuté de 40%. Donc, il y a eu moins de prises à bail dans toute l'Europe. Néanmoins, il faut faire très attention à ces chiffres, parce que la situation est très contrastée suivant les tailles des baux. C'est-à-dire que sur les tailles supérieures à 5000 m², il y a eu un arrêt complet des transactions locatives. Les grandes entreprises se sont complètement arrêtées de prendre un bail et ont complètement arrêté de même prendre des décisions de partir ou d'arriver dans un nouveau bail. Elles sont dans l'expectative la plus totale en disant on attend. Néanmoins, sur les petites surfaces, il faut regarder les bulletins semestriels qu'on a publiés sur l'ensemble de nos SCPI au dernier semestre de l'année 2020, vous verrez que sur l'ensemble de nos SCPI, on a eu plus d'entrées de locataires que de sorties de locataires. Tout simplement parce que nos SCPI sont des véhicules dans lesquels on a plutôt des surfaces de bureaux intermédiaires, donc entre 200 m² et 2500 à 3000 m². Et ces surfaces ont été beaucoup moins impactées, c'est-à-dire qu'elles sont souvent prises à bail par des entités plus petites. Alors, ça peut être des grandes entreprises, mais ça peut être une entité de cette grande entreprise. Et donc, on a des gens qui
ont été plus à même de prendre des décisions. Et donc, on a vu, nous, paradoxalement, hein, ça nous a même surpris, nous, plus d'entrées de locataires sur ce dernier semestre que de départ de locataires. Donc, c'est important de le dire que ce marché locatif, il est très contrasté. On voit souvent qu'il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe rien sur les grosses surfaces. Et comme les grosses surfaces ont un impact important sur les chiffres, c'est pour ça que vous voyez ces chiffres baisser fortement. Les taux de vacances sont en hausse de façon pas surprenante, mais restent très faibles. Si vous regardez une moyenne ou si vous regardez même par rapport à la dernière crise 2009-2010, on reste sur des taux de vacances qui restent encore très bas. Alors, il faut faire attention quand on met Paris, 7,4%, c'est région parisienne, hein, c'est au sens de l'aire urbaine. Et donc, dans Paris intramuros, on est sur des taux de vacances qui sont toujours autour des 3%, donc extrêmement faibles. Et c'est pour ça que vous avez vu que les taux de rendement sont toujours en baisse sur Paris. Et donc, on a vraiment des taux de vacances qui restent sains dans ces pays malgré la baisse de la demande locative. Et donc, vous voyez que les loyers n'ont pas entamé de chute drastique sur Paris légèrement, mais c'était déjà très haut. Et vous voyez que globalement, les loyers, pour l'instant, se sont stabilisés, ce qui est important dans cette situation. Un dernier mot sur, je vois qu'il y a eu pas mal de questions sur le sujet, sur qu'est-ce qu'on pense du bureau. Notre vision, c'est que demain, il y aura toujours du bureau. Que le bureau, et on l'a vu ces dernières semaines, hein, c'est vrai qu'on a beaucoup moins la question sur le télétravail depuis la fin de l'année dernière, puisqu'on a vu que les salariés exprimaient de plus en plus la volonté de retourner travailler et que le bureau était vraiment vu comme un lieu d'échange, de relations sociales, de création. Certaines entreprises se sont rendues compte qu'elles étaient beaucoup moins créatives quand tout le monde était en télétravail. Et c'est quelque chose de fondamental. Par contre, c'est évident que ça ne sera plus le même bureau. Mais je dirais que le bureau est une matière qui évolue de toute façon en permanence. Le bureau des années 60 n'avait rien à voir avec le bureau des années 90 et le bureau des années 90 n'avait lui-même rien à voir avec le bureau des années 2010. Et le télétravail n'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que Perial a décidé de s'installer dans un nouveau siège il y a 2 ans, qu'on a acheté, pour lequel on a fait 2 ans de travaux. On s'est installé en septembre. Et il y a 2 ans, on avait décidé de passer un accord de télétravail et en flex office. Et l'avantage, c'est que du coup, on a été prêt pour le confinement et c'est pour ça qu'on a tous pu continuer à travailler. On avait mis en place depuis longtemps tous les outils nécessaires. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand on parle de Peugeot dans la presse qui passe en très grande majorité télétravail, c'était déjà le cas depuis très longtemps. Il y avait la plupart des employés avaient plus de 2 jours de télétravail chez Peugeot. Donc, c'est une évolution, ce n'est pas une révolution. Et surtout, ce qu'on a vu, c'est que, encore une fois, ce n'était pas vrai pour tous les immeubles de bureaux. C'est-à-dire que l'immeuble de bureau sera vraiment un lieu de partage. Et donc, il faut aller vers des immeubles qui soient plus flexibles, plus récents, aux normes environnementales strictes, puisque c'est de plus en plus important pour les locataires, et surtout de plus en plus proche des villes-centres. Alors, ça pourrait apparaître paradoxal, parce qu'on se dit qu'avec le télétravail, les gens vont aller vivre à la campagne. On a vu déjà des effets comme celui-ci. Mais globalement, vous ne contrôlez pas où les gens, vos employés, partent s'installer. Et globalement, ils partent un peu partout autour de la ville-centre. Ils ne partent pas tous dans le nord, ils ne partent pas tous dans l'ouest, ils ne partent pas tous dans le sud. Et donc, à partir de ce moment-là, l'endroit le plus facile pour se retrouver, c'est que ça reste la ville-centre. Et on a vu pendant le confinement et depuis des entreprises les transactions récentes qui ont lieu ont été plus fortes sur les villes-centres et les premières périphéries que sur les deuxièmes périphéries. On a vu notamment en Ile-de-France, la deuxième périphérie, la demande placée s'est complètement effondrée et les entreprises se disent on préfère prendre un peu moins de surface, mais les prendre du coup un peu plus cher et dans la ville-centre pour que nos employés qui viennent de plus loin puissent venir plus facilement. Donc, pas plus de bureaux, c'est sûr, mais mieux de bureaux dans les années à venir. Et Perial a vraiment mis en place
plusieurs groupes de réflexion sur le sujet pour essayer d'anticiper toutes ces évolutions. Et vous verrez de toute façon sur ce qu'on a acheté en 2020, qu'on a acheté quasiment exclusivement des immeubles récents dans des localisations proches des transports. C'est primordial pour nous. Un point sur l'année 2020 pour nos SCPI. Un point qui est contrasté suivant les SCPI. PFO a été bien évidemment la SCPI la plus impactée puisque c'est une SCPI qui avait 20% de commerce et 20% d'hôtellerie, donc qui a été les secteurs les plus touchés. Et néanmoins, nous avons maintenu un TDVM de 4,24%, qui est au-delà du benchmark des SCPI en France. Le benchmark est à 4,20 pour les SCPI, et donc on a été au-dessus. Et vous avez que les valeurs d'expertise se sont stabilisées. On est à moins 0,5%, donc globalement étal comparé à l'année 2019. Il n'y a pas eu de choc de valeur. C'était une inquiétude que certains d'entre vous avaient, et vous voyez que les valeurs d'expertise de nos SCPI se sont maintenues. Globalement, pourquoi? Puisque les taux d'occupation réels sont relativement élevés. Je disais, on est à 95%. J'ai vu une question sur le fait que nos TOF de nos SCPI étaient faibles. Alors, on a eu effectivement pas mal de franchises sur cette année-là. Il faut que vous vous souveniez que le taux d'occupation financier, le TOF, c'est le taux d'occupation réel de la SCPI moins les franchises qu'on a accordées. Et effectivement, sur la période, on a accordé effectivement un peu plus de franchises compte tenu du fait que les locataires n'étaient pas dans les locaux. Et donc, c'est pour ça que les TOF sont un peu plus faibles, mais on est sur des TOF qui restent relativement élevés. On est entre 87 et 90% suivant les SCPI. PFO2, c'est très bien maintenu avec 2,5 milliards maintenant d'actifs sous gestion. Et on voit l'importance qu'a la taille des SCPI, c'est-à-dire que nos SCPI, la plus grosse, PFO2, a somme toute très bien résisté. Et PFO2, je dirais en plus, est très armé pour affronter l'immobilier de demain, puisque depuis 10 ans, 11 ans maintenant, PFO2 a été créé avec cette vocation d'améliorer les performances énergétiques des bâtiments. Et donc, c'est-à-dire acheter des actifs qui sont aux normes environnementales plus strictes et donc qui, on le pense, seront privilégiés par les locataires demain. Et tout ça a été concrétisé pendant l'année 2020 par l'obtention du label ISR, comme le disait Victor en introduction. On est une des premières SCPI à avoir obtenu le label ISR, donc investissement socialement responsable. Et on est très fiers parce que ça vient concrétiser 11 ans de travail et surtout, ça nous donne un chemin à suivre pour les années à venir. Je vous invite à aller voir le rapport qui est en ligne, qui est téléchargeable librement. Vous verrez des informations très intéressantes, notamment sur l'impact carbone d'un investissement dans PFO2. Vous verrez qu'il est extrêmement faible. Je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais autour de 0,4 kg d'émissions carbone. Si on compare par exemple pour 100 € investis dans PFO2, 1 kg de viande bovine, c'est 41 kg d'émissions carbone dans l'atmosphère. Donc pour 7 000 € d'investissement dans PFO2 correspondent à peu près à l'émission carbone pour produire 1 kg de viande de bovine. Donc vous voyez que PFO2 est très en avance sur le sujet. Un TDVM qui s'est globalement maintenu, 4,50. On a une très légère baisse de 2% due effectivement à un petit impact sur les loyers, mais globalement une SCPI qui s'est très bien tenue. Et PF Grand Paris qui a surperformé, une des rares SCPI en France cette année à avoir continué à augmenter son dividende. Vous voyez qu'on est passé à 23,50 € de dividende alors qu'on avait distribué 22 € en 2019, donc 8% d'augmentation de dividendes, un TDVM en hausse également, puisqu'on était à 4,38 en 2019, on est à 4,53 cette année, et des valeurs d'expertise également qui continuaient à augmenter. Et vous voyez qu'on a des valeurs d'expertise en hausse de plus de 3%, donc encore une très très belle année sur PF Grand Paris. Et enfin, notre petite dernière qui vient
de sortir. PF Hospitality Europe, qui a été ouverte à la collecte en phase sponsor en octobre et plus largement en novembre, et donc qui vient de se lancer avec deux belles acquisitions. L'acquisition d'un hôtel loué à BNB proche de Barcelone, et avec une garantie de la maison mère et avec un occupant qui paye ses loyers. C'est important de le dire. Et enfin, une résidence médicalisée. Donc ça, c'est un actif qui faisait environ 7 millions d'euros. Et enfin, une résidence médicalisée aux Pays-Bas, loué un des premiers opérateurs de résidence médicalisée en Europe, non, aux Pays-Bas, et donc pour 10 millions d'euros. Et donc, vous voyez qu'on a bien collecté 27 millions d'euros. On a déjà bien acheté. On a d'autres actifs qui sont en cours d'acquisition. Donc, c'est un lancement réussi. L'objectif de PF Hospitality Europe, c'est vraiment d'acheter des actifs d'hospitalité, donc des actifs qui sont loués à des exploitants qui vont avoir des baux de très longue durée. Et en très grande majorité, l'objectif est d'investir dans les pays hors France, dans les pays de l'Union européenne, puisque c'est une demande forte qu'on avait de la part des épargnants. Sur PF Grand Paris, un point effectivement, PF Grand Paris est aujourd'hui la SCPI qui a un des meilleurs TRI 5 ans. Donc la TRI 5 ans, c'est grosso modo, vous prenez le prix de la part il y a 5 ans, les dividendes qu'on vous a versés pendant 5 années, puis le prix de retrait aujourd'hui, et vous regardez ce que ça vous a donné sur la période en rendement équivalent moyen, et donc c'est 7,25%. Si vous le comparez aux autres SCPI à capital variable aujourd'hui en France, on est l'une des meilleures performances et on est très fiers de ça. PFO2, on en a parlé, c'est la labellisation ISR qui a été le point important. Et PFO, il faut le souligner, une SCPI qui devient de plus en plus européenne. On vous avait fait la promesse d'atteindre les 30% sur l'année 2020. Et ben, en fait, on a été plus loin parce qu'on est maintenant à 32%. Et notre objectif est d'être à environ 50% dans les 3 ans pour en faire une SCPI vraiment européenne, pour aller chercher des baux de longue durée. Un petit retour sur les investissements qu'on a pu faire sur chaque véhicule pour vous donner des exemples. Vous voyez que sur PF Grand Paris, a été une très belle année puisqu'on a signé à peu près 120 millions d'euros d'actifs et qu'on a en plus 130 millions d'actifs qui sont d'ores et déjà sous promesse. Donc l'ensemble de la collecte a été placé sans problème. Des actifs, comme vous voyez, qui sont tous situés soit en centre de Paris, soit sur la première couronne, tous loués à des locataires de qualité, et même avec des actifs trophées comme l'actif du Faubourg Saint-Honoré, qui est un actif qui donne un rendement immédiat, mais l'objectif, vous voyez qu'on a acheté le premier, troisième et sixième étage, l'objectif à moyen long terme, c'est de pouvoir essayer de reconstituer la pleine propriété sur cet immeuble, puisque c'est vraiment un actif qui est extrêmement bien situé et sur lesquels on a des valeurs locatives qui sont très élevées, hein, puisqu'on loue en moyenne à plus de 700 € du mètre carré sur cet actif. Donc un très bel actif et des acquisitions sur PF Grand Paris qui sont très intéressantes. Un petit point avant d'aller sur PFO, sur les arbitrages. Vous voyez qu'on a arbitré pas mal de choses, hein, 63 millions d'euros, et ce qui représente une vingtaine d'actifs. Et en fait, PF Grand Paris, comme vous savez, la plus vieille SCPI de France. Donc, on se recentre. Elle a été rouverte il y a 4 ans avec un vrai succès. Et donc, l'objectif, c'est de vendre notamment les lignes qui sont en région. Il reste encore une dizaine de pourcents d'actifs en région. Et au fur et à mesure, quand on estime que c'est le bon moment, on essaye de les vendre. Sur PFO, ce qu'on a voulu faire sur il y a une année contrastée sur l'acquisition, c'est-à-dire qu'on était engagé en début d'année, on vous l'avait dit, sur certains hôtels, notamment en Allemagne. On a préféré, au moment du confinement, se désengager, quitte à avoir un petit impact sur la performance 2020, dans le sens où il fallait attendre un peu plus pour déployer le capital. Mais voilà, il y avait un hôtel, notamment sur l'aéroport de Berlin, dont on a estimé que ça allait être très compliqué dans les années à venir, donc on a préféré sortir. On avait un hôtel dans le centre de Stuttgart, dans le centre d'Hanovre, mais qui était un opérateur qui nous a semblé pas très solide. Et donc, on a préféré sortir. Et donc ça, sur le début de l'année, on a eu un décalage. Mais
On a rattrapé ce fort décalage sur la fin d'année, puisque vous voyez qu'on a collecté 53 millions et qu'on a investi 200 millions d'euros grâce à la dette notamment. On avait levé plus de dettes. L'objectif, c'était de se dire, on savait que l'année 2020 serait plus impactée sur PFO et on a voulu créer dès le deuxième semestre les conditions d'un rebond pour 2021, puisque vous verrez quand ce qu'on vous met dans les fourchettes, on vise un retour distribution 2019 sur PFO dès 2021. C'est-à-dire viser des taux de rendement qui soient autour des 5%, des TDVM qui soient autour des 5%. Et donc, pour ça, on s'est dit que le meilleur moyen, c'était d'acheter des immeubles avec des revenus sécurisés et en augmentant légèrement le levier, puisqu'on est passé à 25%. On est passé de 20% de dette, de 17-18% de dette, à 25% de dette. Donc, ça permet de booster le rendement de la SCPI. Et on a acheté avec ça des immeubles qui sont tous loués entièrement loués à des locataires de qualité. Vous voyez beaucoup à l'étranger, à Amsterdam, Utrecht, Amersfoort. On a acheté des cliniques également à Banchorbonne. Vous voyez qu'on a acheté des hôtels, c'était les hôtels sur lesquels on était déjà engagés. Et il faut noter que voilà, sur Sceaux, on n'a aucun problème de paiement. Sur Meudon et Saint-Denis, on n'a aucun problème de paiement. C'est des grands groupes à chaque fois, comme vous pouvez voir. Et donc, ça nous permet, Stuttgart, c'est pareil, Holiday Inn, c'est un grand groupe et donc ce sont des hôteliers qui ont continué à nous payer. Sur PFO2, beaucoup d'acquisitions également, quasiment 300 millions d'acquisitions et d'ores et déjà plus de 114 millions pour l'année 2021. Donc vous voyez, pareil, c'est aussi pour ça qu'on a pu maintenir des performances élevées, puisque la collecte a été intégralement investie, voire plus qu'investie, parce que si vous raisonnez en collecte nette, on est bien en dessous de ces 280 millions de collecte brute, bien évidemment. Et vous voyez que les acquisitions sur PFO2, c'est quasiment exclusivement des immeubles neufs. Rennes-Cesson, c'est un immeuble qui a été livré fin 2019, qui est loué intégralement à Orange, sur un 9 ans ferme à Rennes. C'est le siège régional en Bretagne de Orange. Rueil-Malmaison, c'est un immeuble qui a été entièrement restructuré, qui a en rez-de-chaussée. C'est une histoire qu'on peut raconter justement sur ce que c'est l'avenir du bureau, parce que c'est un immeuble qui, à la base, avait été intégralement bureau, aucun surface de ce qu'on appelle des tiers-lieux. Il n'y avait pas de salle de gym, il n'y avait pas d'endroit pour se restaurer. Et en fait, le propriétaire précédent a intégralement refait l'immeuble, a mis des espaces dédiés au rez-de-chaussée, donc une salle de sport, un espace de restauration, mais qui ne soit pas un RIE, qui soit pas, c'est pas une cantine, c'est un espace où les gens peuvent venir se restaurer, où il y a des sandwichs à disposition. En moins d'un an, l'immeuble s'est rempli intégralement. Et on voit très bien comme c'est important ce genre de service sur les immeubles aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a pu l'acquérir. Un immeuble à Marseille, 2 immeubles à Barcelone qui sont en construction mais loués intégralement. Un immeuble loué de Bolivia loué intégralement à la métropole de Marseille, à la métropole de Barcelone, excusez-moi. Et enfin, un autre immeuble loué intégralement à la Toulouse Business School, puisque la Toulouse Business School a implanté un campus à Barcelone. Et donc, on a un locataire solide et on a l'immeuble de bureau de la Toulouse Business School à Barcelone qui sera livré en milieu d'année 2021. Un immeuble également loué à la Poste néerlandaise dans le centre de La Haye. Et là encore, c'est un immeuble intéressant puisque la Poste a voulu prendre à bail l'intégralité de l'immeuble, mais a exigé dans son bail, donc elle a pris 75% des surfaces et elle a demandé que les 25% restants soient pris à bail par un coworker. Et elle a pris un contrat avec ce coworker pour avoir plus de flexibilité et pour avoir plus de services dans son immeuble. Donc, c'est vraiment un immeuble de demain. C'est vraiment des choses qu'on pense être l'avenir sur nos immeubles. Sur les investissements 2020 de PF Hospitality Europe, donc j'en ai déjà parlé, un hôtel à Barcelone loué à BNB et une résidence médicalisée louée à Philadelphia Care, qui est le 3e opérateur hollandais, qui a plus de 500 résidences médicalisées en Hollande pour un montant de 11 millions d'euros. Donc 2 acquisitions de qualité. Un petit point sur où on en est sur chaque SCPI, sur les taux d'encaissement. Vous voyez qu'on a un taux d'encaissement moyen sur l'année 2020 de PF Grand Paris qui est de 94%.
donc relativement élevée, et surtout une exposition locataire qui ne laisse pas apparaître de surexposition à un quelconque secteur, et surtout pas d'exposition à des secteurs qui pourraient être très exposés, comme l'aéronautique ou ce genre de secteur. Donc une base de locataires très saine, comme l'ensemble de nos SCPI. Hein, vous allez voir sur chacune d'entre elles, on a une base de locataires saine. Vous voyez que le temps de caissement moyen sur PFO, alors il y a une petite erreur en haut à gauche, ce n'est pas PFO2, bien sûr c'est PFO. Vous voyez sur la couleur orange, un taux d'encaissement moyen qui est de 87%, donc légèrement plus faible, puisqu'on avait plus de commerces, notamment sur PFO. C'est les commerces qui ont été les plus impactés sur cette année 2021. Sur PFO2, un taux d'encaissement moyen de 95% sur l'année 2020, et donc une performance solide sur l'année. Les perspectives 2021. Alors, j'ai vu une petite question, je vais essayer de regarder vos questions quand même, j'ai vu qu'il y en a quelques-unes. Les ventes de PF Grand Paris ont-elles dégagé des plus ou moins des plus-values sur, on a une poche de plus-value positive sur PF Grand Paris sur l'année 2000, enfin au global on a une poche de plus-value positive, puisqu'on est parti en fin d'année 2019 en poche de plus-value négative. On a fait de très très belles sessions en 2020 avec des grosses plus-values. Donc, on a annulé cette poche négative. On a même maintenant une poche de plus-value positive sur PF Grand Paris. Des rendements pour les nouvelles acquisitions de PF Grand Paris 4-5 ans, ce n'est pas dilutif en net pour la SCPI. Non, l'objectif de PF Grand Paris, c'est vraiment de pouvoir essayer de proposer régulièrement des augmentations de prix de part, et pour ça, d'aller sur... Voilà. PF Grand Paris, depuis 3-4 ans maintenant, la réouverture a des performances annuelles qui sont supérieures à 8%. Donc la performance annuelle, si vous cumulez l'augmentation de prix de part plus le dividende qui a été versé, et notre objectif, c'est de continuer. Alors, on est sur des rendements qui sont certes un peu plus faibles, mais on met un peu plus de dette pour compenser. Et le but, c'est vraiment d'aller chercher des hausses de valeur d'expertise. Vous avez vu que PF Grand Paris a augmenté ses valeurs d'expertise de 3,3%. On continue. Voilà, vous voyez sur la diapositive que je vous montre, notre priorité, c'est de continuer à acheter dans Paris Intramuros ces premières couronnes. On a vu que les taux restaient relativement bas à ces endroits-là, mais les valeurs continuaient à augmenter dans ces endroits-là, et on pense qu'à long terme, c'est fabriquer un patrimoine résilient sur la SCPI. Elle a aujourd'hui un taux de rendement de 4,50, mais c'est vrai que globalement, ça devrait être notre SCPI avec le taux de rendement le plus faible, parce que c'est elle qui a le patrimoine le plus sécurisé. Et si on considère d'un point de vue financier, de théorie financière, que le rendement, c'est une échelle de mesure du risque, PF Grand Paris étant la SCPI qui investit dans les immeubles les plus sécurisés, devrait avoir un rendement inférieur. Après, en temps de crise, les SCPI les moins risquées sont souvent celles qui résistent le mieux, et c'est pour ça que cette année, on a un rendement si intéressant sur PF Grand Paris. On a noté, oui, j'ai vu votre question. Effectivement, on a eu plusieurs. On va, dès le prochain bulletin trimestriel, passer les répartitions par pays. On les avait groupées jusqu'à maintenant, alors qu'on a le détail nous-mêmes, parce que ça nous semblait plus illisible, mais on a eu plusieurs fois la demande d'avoir des répartitions par pays. Donc, dès le prochain bulletin, vous verrez la répartition par pays. Donc, sur PF Grand Paris, vous voyez qu'on a déjà beaucoup d'acquisitions prévues sur 2021, puisque 34 millions sous promesse, 96 millions sous activité, avec des locataires de qualité. L'immeuble de la Défense, c'est un immeuble qui est loué 9 ans ferme à Orange, et c'est ça qui nous a intéressés. Val-de-Fontenay, il est loué 9 ans ferme à la RATP. Vous avez vu qu'on commence à mettre un petit peu de diversification dans PF Grand Paris. L'autre secteur de forte tension en Ile-de-France, c'est l'hébergement. C'est pour ça qu'on a acheté une résidence senior dans PF Grand Paris. PF Grand Paris a dépassé le milliard d'euros, a une très très forte exposition bureau, puisqu'on est à plus de 90% bureau. On a voulu commencer à diversifier, et il nous a semblé que les résidences seniors étaient un très bon moyen de diversifier sur l'Île-de-France, parce qu'il y a une très très forte demande.
Donc, on a plusieurs résidences seniors sous exclusivité en ce moment. Et un immeuble à Boulogne qui nous intéresse également. Donc, vous voyez que le montant est faible, 19 millions pour la taille de l'immeuble, mais c'est parce que c'est simplement un étage. On est déjà copropriétaire de cet immeuble. C'est comme sur l'immeuble de la rue du Faubourg Saint-Honoré. L'objectif à long terme, c'est de reconstituer la pleine propriété sur cet immeuble. Donc, déjà des très, très bons fondamentaux pour les investissements 2021 de PF Grand Paris. Et donc, une fourchette de dividendes pour l'année 2021 qui nous laisse très optimistes. Hein. On part sur une fourchette qui est à nouveau à la hausse. Donc, vous voyez, on a distribué 23,50 cette année. On met une fourchette de dividendes entre 23 et 24 euros par part. On estime que PF Grand Paris est une SCPI qui a des bases très solides et qui est capable de résister aux événements actuels. On l'a vu sur 2021, puisque c'est une SCPI qui a fonctionné très très fort et elle a encore de très bons fondamentaux, elle a encore beaucoup de reports à nouveau, elle a une poche de plus-value positive. Donc voilà, elle a des fondamentaux qui sont vraiment très forts. Sur PFO, l'objectif, c'est de retourner sur des rendements identiques à 2019. Hein. C'est vraiment ce qu'on s'est fixé comme objectif interne. Vous voyez, viser un rendement de 5%, s'ouvrir à de nouvelles typologies d'actifs, notamment continuer à aller plus vers la santé, continuer à aller sur les locaux d'activité, notamment de l'activité de grandes villes, de périurbains, et continuer à augmenter la part hors France, puisque c'est des actifs intéressants, souvent avec des baux de très longue durée, et donc qui contribuent à sécuriser les revenus. D'ores et déjà, plusieurs investissements, 64 millions d'investissements sur PF Grand Paris, un actif de bureau à Essen qui a été signé. On attend juste l'enregistrement bureau des hypothèques allemands et qui devrait avoir lieu dans les 15 jours qui arrivent. Et donc, un montant de 28 millions d'euros loué à plusieurs locataires en Allemagne. Et enfin, un actif mixte à Marseille, donc des bureaux dans les étages et des commerces en pied d'immeuble, mais des commerces dans une des plus grosses rues commerçantes de France, hein, la rue Saint-Ferréol à Marseille. Pour ceux qui connaissent, une rue qui a fortement changé depuis 10 ans et voilà, sans vacances, avec des locataires solides et surtout qu'on peut acheter à un taux très intéressant aujourd'hui. Donc, ça nous semblait être un immeuble très intéressant pour PFO. Donc, ça, c'est un actif qu'on devrait acheter d'ici juin de cette année. Et vous voyez qu'une fourchette de dividendes qui retourne sur une fourchette plus habituelle pour PFO. Encore une fois, je vous disais, l'objectif de la fin d'année 2020, du deuxième semestre, a été vraiment de créer les conditions du rebond de PFO. Et donc, on retourne sur une fourchette de dividendes de 44 à 48 euros par part pour reviser des TDVM autour de 5%. On pense qu'on est capable de réussir cette année avec ces investissements qui ont été faits grâce à de la dette. On emprunte à des taux toujours plus bas, entre 1 et 1,5% sur des durées de 10 ans. Et bien évidemment, ça dope le rendement de votre SCPI, tout en restant de façon très raisonnable, hein, puisque aujourd'hui, dans les statuts, de toute façon, nous ne pouvons pas dépasser les 30% de levier. Sur PFO2, bien évidemment, l'objectif est de continuer à devenir, à être la référence en matière de développement durable. Ce label ISR a été une vraie consécration, mais il nous oblige à une trajectoire, à continuer à être pionnier en la matière. Et on estime que c'est vraiment un avantage pour PFO2, puisque ça sera des immeubles qui seront encore plus attractifs pour les locataires de demain. Des immeubles en exclusivité pour un montant d'environ 114 millions, sous promesse 114 millions, excusez-moi, et 50 millions sous exclusivité, avec environ 450 millions d'objectifs pour l'année. Et vous voyez qu'on a déjà signé des beaux immeubles, donc les immeubles de la Défense qui ont été achetés avec PF Grand Paris, et un immeuble à Eindhoven en construction
intégralement loué, qui sera livré en 2022 et qui est dans le centre de Eindhoven, donc qui nous permet vraiment de continuer à renouveler, à avoir un patrimoine de très grande qualité sur PFO2. La fourchette de dividendes, on reste sur des fourchettes de dividendes équivalentes aux années précédentes, entre 8,60 € et 9 € par part. Et donc dans la lignée de ce qu'on a pu faire en 2019 et en 2020 sur PFO2. On estime que la taille de PFO2 lui permet d'être suffisamment résiliente. Sur PF Hospitalisé Europe, c'est tout simplement dérouler la feuille de route qu'on s'est fixée à la création de PF Hospitalité Europe, soutenir le secteur de la santé. L'objectif, c'était vraiment de faire une SCPI sociétale qui soit vraiment sous-tendue par les évolutions démographiques européennes, participer au développement des infrastructures de santé notamment, contribuer au développement des infrastructures pour l'hébergement des seniors, pour l'hébergement des étudiants. C'est vraiment l'objectif sur cette SCPI. On avait créé il y a 11 ans PFO2 avec une vocation environnementale. On a créé PF Hospitalité Europe en 2021 avec une vocation sociétale. Et donc, l'objectif, c'est de dérouler cette feuille de route. On a mis une fourchette de dividendes situé entre 9 € et 11 € par part, c'est-à-dire sur des rendements compris entre 4,5% et 5,5%. Donc, c'est notre feuille de route 2021. Donc, je vais passer la parole à Victor, et puis on regardera enfin s'il y a des questions sur lesquelles on peut répondre. Alors, je coupe mon micro. Merci beaucoup. Merci Yann, parce que c'est très important pour nous d'avoir ce degré de proximité avec vous dans les investissements que nous réalisons, dans les projets d'innovation, dans les nouvelles SCPI que nous créons chez Perial. Et nous avons clairement la volonté de mettre nos clients directs au premier plan de toutes ces informations-là, parce que c'est ce que nous vous devons. Au-delà de ces placements, en SCPI, il faut considérer qu'il y a plusieurs manières, quelque part, de souscrire. La SCPI, tout le monde en parle comme d'un placement intéressant, mais ça peut répondre à différents objectifs patrimoniaux. Donc, j'ai envie, sur 2 diapositives, de vous exposer quelques grands principes que nous avons à cœur avec nos conseillers, d'expliquer à nos clients quand nous les accompagnons au quotidien. Le premier point, c'est effectivement la stratégie patrimoniale. Il y a des personnes qui ont des expositions à la fiscalité qui sont différentes. Il y a des personnes qui sont soumises à l'impôt sur la fortune immobilière, des personnes qui ont des gros revenus, d'autres non. Et voilà, il y a 2 grands principes à connaître déjà. C'est qu'il est possible pour les personnes qui ont besoin de revenus complémentaires de souscrire des parts de SCPI en pleine propriété. Dans ce cas-là, vous allez recevoir des revenus fonciers. Alors, chez Perial, nous les distribuons de manière trimestrielle. Ça me permet en même temps de répondre à une des questions que j'ai vues passer jusqu'à présent. Et c'est, par exemple, idéal quand nous avons le cas de quelqu'un qui cède un appartement qui lui proposait des revenus, il en emploie une partie. Eh bien, la SCPI permet justement d'avoir cette continuité et de continuer à recevoir des revenus immobiliers, notamment pour toutes les personnes qui peuvent être à la retraite et qui cherchent des revenus complémentaires. C'est un avantage certain pour se créer des revenus. En revanche, du coup, les revenus sont imposables. Et du coup, nous constatons souvent avec nos clients que certains choisissent plutôt de valoriser le capital et d'avoir des revenus futurs potentiels plus importants. C'est pourquoi 30% de nos clients environ souscrivent avec ce que l'on appelle du démembrement temporaire de propriété. Nos clients directs vont donc souscrire de la nue propriété pour des durées qui vont de 5 à 15 ans, avec des décotes qui vont de 18,5 à 41,5% sur le prix des parts en pleine propriété. Donc, vous achetez bien moins cher quelque chose qui, à terme, vaudra 100% de sa valeur. Ça a des avantages principalement fiscaux. Ça vous permet de ne pas être redevable de l'impôt sur la fortune immobilière sur ces actifs investis. Et puis, comme vous n'êtes que propriétaire, entre guillemets, de la nue propriété, vous ne percevez pas de revenus, donc vous ne payez pas d'impôt sur le revenu.
et vous n'êtes pas non plus redevable de contribution sociale pendant toute la durée du démembrement. Et la cerise sur le gâteau, quelque part, c'est qu'à terme, eh bien, vous allez avoir plus de revenus que si vous aviez investi la même somme en pleine propriété dès le début. Donc, c'est une solution qui, pour moi, était importante à rappeler parce qu'elle n'est pas connue de tous et elle est extrêmement intéressante. La deuxième diapositive, Yann, qui nous intéresse, c'est quelque chose que nous avons à cœur de développer chez Perial avec nos clients directs. C'est la faculté que nous avons de nous constituer un patrimoine dans le temps en fonction de notre capacité d'épargne. Et c'est vrai que très souvent, nos clients nous appellent quand ils ont des capitaux à placer, quand ils ont un événement de vie qui leur permet de placer de l'argent. Mais il faut aussi penser que la SCPI, c'est un investissement qui se prête particulièrement à l'épargne régulière, avec deux grandes manières de le faire, selon nous. La première, c'est la souscription de parts de SCPI à crédit. Effectivement, le levier bancaire vous permet clairement d'augmenter votre potentiel d'investissement parce que vous allez investir un montant beaucoup plus important et les revenus de la SCPI, les revenus futurs, vous permettront de contribuer au remboursement des échéances du crédit qui aura été contracté pour cette acquisition. Ça permet mécaniquement, par des effets financiers, d'augmenter la rentabilité vu que vous employez moins de capitaux et que c'est quelqu'un d'autre qui va en partie rembourser ces échéances. L'autre point important, c'est les versements programmés, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de contracter un crédit pour se prêter à cœur de part de SCPI. Et dans ce cas-là, eh bien, toutes nos SCPI sont disponibles pour le versement programmé. Vous avez tous la chance d'avoir un espace client dans lequel vous allez pouvoir piloter ce versement programmé. Il suffit de déterminer un nombre de parts pour les SCPI, déjà d'avoir quelque part de cette SCPI, et de choisir la fréquence mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Et ce mandat de versement programmé est ajustable sur votre espace client. Vous pouvez l'augmenter, le réduire, l'annuler, faire plusieurs SCPI. À tout moment, il y a la plus grande souplesse. Vous n'êtes pas engagé pour le faire, j'ai envie de dire ad vitam aeternam, mais ce sont clairement pour nous deux solutions qui sont incontournables pour se créer du patrimoine et se créer une épargne grâce, quelque part, à ces petites sommes que nous avons tous les mois disponibles, mais qui permettent de créer des investissements plus conséquents. Nous allons faire le lien avec ces modes de souscription, avec, juste avant, la gamme de nos SCPI. Souvent, nos clients nous demandent pourquoi nous avons plusieurs SCPI. Eh bien, j'ai envie de passer quelques instants pour tenter de vous éclairer sur ce sujet-là. Eh bien, comme je vous le disais, il y a des personnes qui ont besoin de revenus immédiats, il y a des personnes qui ont des situations fiscales propres, il y a des personnes qui veulent plutôt valoriser leur capital. Si vous avez bien écouté ce que disait Yann, par exemple, la stratégie de PF Grand Paris sera d'aller chercher, évidemment, une distribution de dividendes régulière, mais vous l'avez compris également, un potentiel de réappréciation de la valeur des parts à long terme. C'est quelque chose qui se prête, par exemple, très bien à l'acquisition de parts en nue propriété. Ça permet, du coup, d'acheter avec une décote quelque chose qui vaudra potentiellement encore plus cher dans quelques années. À l'inverse, ce n'est pas forcément la meilleure solution quand on cherche à se créer des revenus complémentaires à très court terme. Pour ce faire, vous avez, par exemple, PFO qui, comme l'a dit Yann, va viser des TDVM autour de 5%, donc supérieur à ce que nous allons chercher sur PF Grand Paris, et en plus, avec une petite partie de ces revenus qui seront issus de notre activité locative à l'étranger. Je n'entrerai pas dans les détails, mais il est évident que quand nous percevons des revenus fonciers à l'étranger, le jeu des conventions de non-double imposition permettent bien finalement d'avoir un frottement fiscal plus faible sur les revenus de ces SCPI qui ont des actifs à l'étranger. Si je reste un petit peu dans le cadre de ces personnes qui ont besoin de revenus complémentaires, il y a PF Hospitalité Europe qui, elle, a l'intégralité de ces actifs qui vont être aujourd'hui en dehors de France, donc qui bénéficient de ces dispositions fiscales qui peuvent être intéressantes. L'autre avantage d'avoir des immeubles en dehors de France, c'est d'avoir des baux beaucoup plus longs. En fait, par exemple, sur PF Hospitalité Europe, vous allez avoir une fiscalité attractive et des baux
donc des durées pendant lesquelles les immeubles sont loués, qui vont être beaucoup plus longues, ce qui vous donne normalement de la réassurance sur des revenus futurs. Un des autres investissements et un des thèmes qui est cher à nos clients, c'est le sens. Finalement, le sens des investissements que vous allez réaliser, parce que la SCPI, ça ne s'achète pas pour 5 ans, ça s'achète pour 10, 20, 30 ans, ça se transmet à ses enfants et nous ressentons, nous le vivons pleinement, le besoin de donner du sens à ces investissements et PFO2 en est la parfaite illustration. En ayant une attention particulière aux notions environnementales depuis plus de 11 ans, nous allons avoir un impact positif quelque part sur la société et du coup, toutes les personnes qui se posent des questions sur l'emploi de capitaux pour les investir et du sens de cet emploi seront, j'en suis certain, convaincus que PFO2 est un excellent support qui, en plus de par sa taille, de par la nature de ses actifs, a une grande stabilité et a fait preuve, notamment en 2020, d'une très belle faculté de résistance. Donc, normalement, vous devriez être rassuré. Je me permets aussi de faire le lien avec tout ce que tu disais, Yann. Tu as répondu à beaucoup d'interrogations de nos clients en revenant sur le sens du bureau, en nous décrivant ta stratégie d'investissement sur je dirais les années à venir. Ça, c'est important de vous donner de la visibilité. Je conclurai avec la photo de notre équipe de 5 conseillers qui est à votre disposition. Nous avons à cœur d'être proches de nos clients directs. Vous devriez retrouver le conseiller qui suit vos investissements chez Perial sur cette diapositive. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas en tout cas à me contacter. Moi, je vous mettrai en relation avec les bonnes personnes chez nous. Nous avons, encore une fois, à cœur d'être au plus proche de nos clients directs, de ces clients qui nous font confiance depuis la création de Perial Asset Management. Parfois, nous avons des troisième générations qui ont récupéré des SCPI et nous sommes particulièrement fiers de pouvoir accompagner tout le monde sur ces temps longs de l'investissement qui est l'investissement en immobilier. Je vois que nous avons été près de 200 pendant cette heure de webinaire. Je pense que nous avons encore quelques questions, un petit peu de temps pour répondre aux questions qui ont été posées. Je redonne donc la parole à Yann pour toutes les questions sur la gestion des immeubles, la stratégie. Je coupe mon micro. Merci Victor. Donc oui, j'ai vu quelques questions. Je te laisse regarder Victor pour les questions qui te concernent toi, plus sur la nue propriété et l'usufruit. Sur la partie, je vais essayer de répondre aux questions que j'ai pu voir. Quel pourrait être l'impact de la remontée des taux sur les valeurs départ de nos SCPI Alors, aujourd'hui, les SCPI Perial, vous savez que pour ça, il faut donner un petit cours théorique, j'en suis désolé, mais vous savez que les valeurs d'une part de SCPI, ce n'est pas la confrontation d'une offre et d'une demande. Ce n'est pas comme une action, par exemple. Une action, c'est en fonction de l'offre et de la demande que le prix est fixé. Une valeur de part de SCPI, ce n'est pas du tout ça. Une valeur de part de SCPI, c'est fonction de sa valeur de reconstitution. La valeur de reconstitution étant la valeur des expertises des immeubles, donc fait par des experts indépendants qui expertisent l'immeuble. Ça donne une valeur d'expertise globale de la SCPI, par exemple PFO2 environ 2,5 milliards, et auquel on rajoute les frais qui seraient nécessaires pour reconstituer le patrimoine, donc grosso modo 7 à 8%, qui sont les frais de notaire, les différentes taxes, les différents frais qu'on doit mettre en place quand on achète des immeubles. Voilà, ça c'est la valeur de reconstitution. Et la réglementation AMF dit que la valeur de la SCPI est fixée par la société de gestion dans un tunnel qui est situé à moins 10% de cette valeur de reconstitution et plus 10% de cette valeur de reconstitution. Donc, ce que vous vous rendez compte, c'est que la valeur de part peut bouger en fonction des valeurs d'expertise. Heureusement, PF Grand Paris, PFO2, PFO et PFHE ont des valeurs de part qui sont situées plutôt ce qu'on appelle dans le bas du tunnel de la valeur de reconstitution. Donc, il faudrait que les valeurs d'expertise baissent de plus de 10% pour qu'on ait un impact, pour qu'on soit contraint de baisser la valeur des parts. Vous voyez que même sur une année terrible comme 2020, on a vu des expertises qui sont quasiment restées étales sur PFO et PFO2 et qui ont même augmenté sur PF Grand Paris. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de crainte de ce niveau-là. Après, effectivement, il faut rester prudent. Si jamais il y avait des vagues de faillite importantes, ça aurait des impacts sur nos locataires et donc sur la valeur d'expertise de nos immeubles. Mais encore une fois,
Periel a une gestion plutôt prudente sur cet aspect-là. Et donc, on n'envisage pas pour l'instant des impacts importants sur les valeurs d'expertise. Vous avez indiqué pour PFO s'ouvrir la diversification vers la thématique santé. Or, vous allez sur les plateformes de l'hospitalité. Oui, mais alors on n'est pas du tout sur les mêmes tailles de SCPI. PF Hospitalité, ça fait 30 millions. PFO, ça fait presque 900 millions maintenant. Donc, on n'achète pas du tout la même taille d'actifs. C'est une question de gestion du risque. Et on n'exclut pas non plus d'acheter à terme des actifs en partenariat entre PFO et PFO Hospitalité Europe. Mais néanmoins, sur PFO, aujourd'hui, on regarde des actifs entre 5 et 15 millions, très grand maximum. Sur PFO, on regarde entre 15-20 millions et 50 millions. Donc, vous voyez qu'on n'est pas sur le même type d'actifs. Et après, on a des règles. On est tenu par l'AMF d'avoir des règles d'allocation. Si jamais on était en conflit entre deux SCPI d'allocation, il y aurait rotation, c'est-à-dire que la fois d'après où il y aurait un conflit, ce serait l'autre SCPI qui aurait. Donc, tout ça est bien sûr fortement régulé. Et fort heureusement. J'avais vu d'autres questions, je vais descendre un peu. J'avais vu des partenariats, ça c'est toi. Attends, réduire la fiscalité. Portefeuille du Buffalo Grill ne donne-t-il pas des inquiétudes du fait de son activité? Non. En fait, on est en pleine négo avec Buffalo Grill pour renégocier l'extension des baux. Écoutez, étrangement, ils n'ont pas trop souffert. Ils ont continué à faire de la vente à emporter notamment. Et c'est un groupe solide. Donc, et surtout, c'est des emplacements qui sont souvent très bons. Donc, non, pas d'inquiétude. On avait une inquiétude à la base sur les actifs Buffalo Grill. Une partie sont en PFO2 et on avait une inquiétude sur le fait qu'on puisse mener la politique environnementale qu'on souhaite sur ces immeubles. Et en fait, Buffalo Grill a été très réceptif à nos demandes et donc on va pouvoir mettre en place ce qu'on a envie de mettre en place. Parce que bien évidemment, le label ISR nous oblige à mettre en place tout un tas de mesures. Et donc, si les locataires ne sont pas partants pour le faire, c'est des immeubles qui, à terme, on sera obligé de s'en séparer. Mais Buffalo Grill a joué le jeu. Et j'avais vu sur les open space, notamment, il n'y a pas de... Par définition, on achète des immeubles qui peuvent tout accueillir. En fait, ce qu'on veut, c'est des immeubles plus flexibles possibles. Pour que les locataires puissent en faire ce qu'ils veulent. Ce qu'on voit notamment dans les immeubles les plus récents, et ça va répondre aussi à la question sur le flex office. Oui, le flex office et le télétravail devrait réduire les surfaces prises à bail. Néanmoins, voilà, il n'y a pas de consensus. Il y a des études de place qui sont en train d'être faites sur le sujet. On estime que on devrait se stabiliser une fois qu'on est sorti de la crise à peut-être 2 jours de télétravail par semaine en moyenne, sachant qu'en général, les grandes entreprises font plus de télétravail, les petites entreprises, les moyennes entreprises font beaucoup moins de télétravail. Mais globalement, on se dit que ça sera peut-être autour de 2 jours, ce qui ferait une baisse de 40%, parce que 2 jours sur 5, ça fait une baisse de 40%. Néanmoins, dans un immeuble où vous mettez en place du flex office, vous avez besoin de beaucoup plus d'espace de tiers-lieu. Dans l'immeuble, dans le siège auquel on est ce soir-là, il y a la moitié des surfaces qui sont des surfaces de tiers-lieu. C'est-à-dire que sur un immeuble qui fait 6 000 m², il y a à peu près que 3 000 m² qui sont du bureau pur, ce qu'on appelle le desk, le bureau physique auquel on est assis. Tout le reste, c'est des tiers-lieux, des petites salles de réunion, des grandes tables où on peut se réunir, des petits box. Donc, voilà. Et ça, c'est l'immeuble de demain. C'est un immeuble qui a moins de surface de bureau pur, mais qui demande beaucoup plus de surface. Une salle de gym, un endroit où on peut manger, un endroit où on peut se reposer. Voilà. Et ça, c'est vraiment notre conviction forte. Donc c'est très difficile de qualifier les baisses possibles de prise à bail. Mais on pense que la baisse du télétravail sera compensée en partie par le fait qu'il y ait besoin de plus de surface
dans ces immeubles flexibles. Et pour le reste, je pense que j'ai à peu près répondu à tout. Si tu vois autre chose, n'hésite pas. Et tu as beaucoup de questions pour toi. On parle de marché secondaire, tu peux rapidement peut-être. La dernière question, comment se comporte le marché secondaire? Oui, je n'ai pas vu la question. Vient d'arriver à la fin. Il n'y a pas de marché secondaire. Hein. Il y a pas, tant qu'il y a de la collecte, il n'y a pas de marché secondaire. Heureusement, on a des SCPI qui fonctionnent bien en collecte. Donc, toutes nos SCPI sont un capital variable. Donc, tant qu'elles collectent, vous pouvez sortir quand vous voulez dans le mois de la demande de retrait. Donc, ça, c'est important. Le marché secondaire intervient à partir du moment où la collecte est figée, où il n'y a plus de collecte et où il y a plus de demandes de retrait que de collecte. C'est vrai que c'est un point important, on n'en a pas parlé sur ce qui s'est passé sur l'année 2020 sur la collecte et les retraits. Une des craintes, ça pouvait être que les SCPI souffrent et donc on voit une vague de retrait massif. On n'a pas du tout vu ça, bien au contraire. On a eu moins de retraits sur l'ensemble de nos SCPI en 2020 qu'on avait eu en 2019. On reste sur des niveaux de retrait et là, janvier-février, c'est pareil. On est sur des niveaux de retrait très faibles et donc on a encore des épargnants qui font énormément confiance à la SCPI. Et donc, il n'y a pas de sujet aujourd'hui sur la collecte et on a des niveaux de collecte qui restent relativement soutenus. Rendement acte en main de l'immeuble de PF Grand Paris, on l'avait mis sur la présentation, je ne sais pas si vous avez vu, je suis passé trop vite, 3,70%. C'est un immeuble qui est dans le centre de Paris. Pour un immeuble, alors ça peut sembler un peu bas, mais on a mis de la dette dessus pour doper ce rendement. Et surtout, c'est un immeuble dont on espère que la valorisation va s'apprécier au fur et à mesure des années. En général, on ne fait jamais de mauvaises affaires quand on achète un immeuble rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est des immeubles qui à long terme sont toujours gagnants et qui font un fonds de portefeuille très solide. On n'achète pas que ce genre, mais ce qu'on essaye de faire, je ne sais pas si vous avez vu, l'année dernière, on avait acheté un immeuble à côté de la place des Ternes. L'année d'avant, on avait acheté un autre plateau de bureau rue du Faubourg Saint-Honoré. On essaye chaque année d'acheter au moins un actif. Là, ça a été un peu plus gros cette année parce qu'on a eu l'opportunité d'acheter 3 étages de cet immeuble, mais d'avoir acheté un actif qu'on appelle le fonds de portefeuille qui soit très, très solide, très résilient et qui soit vraiment les pépites de demain pour la SCPI. Mais effectivement, du coup, avec un rendement un peu plus faible. Mais voilà. Ce qui compte, c'est le rendement moyen d'acquisition de l'ensemble des acquisitions sur l'année 2020 sur PF Grand Paris a été de plus de 4,5%. Donc voilà, on panache. On essaye d'avoir des immeubles à 5% et d'autres qui sont à des rendements plus faibles. Je n'ai pas vu quelque chose sur les rendements nets des SCPI. Une question sur les pourcentages brut ou net de rendement, c'est ce que vous touchez. Nous, on est en toute transparence, donc on ne réintègre pas ce que font certains, la quote-part des impôts payés à l'étranger, ce qui ferait effectivement un taux de rendement plus élevé. Donc c'est du net-net, hein, c'est ce qu'on a versé aux associés en 2020. Et voilà. Je te laisse sur le reste. Et j'ai vu quelques questions sur les diapositives que j'ai présentées à la fin, notamment des questions sur la nue propriété. On me posait une question très intéressante sur qui est l'usufruitier au final, donc, parce que c'est quelqu'un qui voyait très bien le fait que les personnes physiques individuelles puissent avoir envie d'acheter du dément de propriété. D'ailleurs, au passage, c'est de 5 à 15 ans que nous nous engageons à trouver la contrepartie. Mais si vous êtes vous-même la contrepartie, il est tout à fait possible quelque part d'aller sur des échéances plus longues si vous l'êtes. Nous vous trouvons une contrepartie, donc un usufruitier la plupart du temps, sur des durées de 5 à 15 ans. Et qui est cet usufruitier? Eh bien, les usufruitiers sont quasi systématiquement des personnes morales, des sociétés qui sont imposées à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, qui vont du coup acquérir l'usufruit pour une durée temporaire. Donc cet usufruit s'éteindra à la fin. Donc ils ont la faculté d'amortir intégralement l'usufruit. C'est un peu technique, je vais passer vite. Ils amortissent l'usufruit et en revanche, ils ont les revenus sur l'intégralité du placement, donc beaucoup plus de revenus. Et par un jeu d'amortissement, ils ont une rentabilité qui est légèrement supérieure quelque part à la pleine propriété. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens
qui vont en face acheter l'usufruit. C'est quasiment jamais intéressant, en revanche, pour une personne physique d'acheter de l'usufruit. On ne voit jamais ce genre de cas de figure. Ça répond à la première question sur le démembrement de propriété. Est-ce qu'il est… alors, à la fin du démembrement temporaire, est-ce que le nu propriétaire qui devient propriétaire à 100% est taxé sur la récupération de l'usufruit? Quand l'usufruit rejoint la propriété, ça c'est très clair, ça n'est pas une plus-value, c'est un remembrement de propriété. Donc l'usufruit rejoint la nue propriété en franchise d'imposition, vu que ce n'est pas de la plus-value. Donc il n'y a pas de plus-value, c'est très clair. Et si on revend ses parts, si les parts ne se sont pas réappréciées, non, il n'y a pas impôt sur la plus-value immobilière. En revanche, si entre-temps, la valeur de ces parts, elle, s'est réappréciée, là, il y aura peut-être un petit peu d'imposition sur les plus-values, mais il n'y a clairement pas d'imposition quand on récupère l'usufruit. C'est un des avantages de l'investissement en nue propriété. La parole, effectivement, il y a une question que je n'avais pas vue et qu'on a bien fait de me reposer sur les perspectives d'investissement de PF Hospitalité Europe. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a essentiellement dans le pipeline, c'est des actifs de santé. L'hôtellerie, on est très vigilant, il peut y avoir des choses intéressantes à faire, mais il y a très peu d'hôtels à vendre en ce moment parce que les prix ont plutôt baissé sur les hôtels et donc les vendeurs mettent pour l'instant pas d'hôtels en vente. On a vu assez peu de choses, mais on est toujours vigilant parce qu'il peut y avoir, si on est sur un locataire très solide, un grand groupe international, c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser sur l'hôtel de centre-ville. Voilà, on estime que c'est des hôtels qui continueront à perdurer après la crise. Donc, bien sûr, mais on pense que l'essentiel de l'année sera sur de la santé et de l'éducation. Aujourd'hui, on est sur 2 actifs de résidence médicalisée aux Pays-Bas, une clinique en Espagne. Voilà. Donc, les pays ciblés, c'est essentiellement quand même Allemagne, Pays-Bas, Espagne. Italie dans une moindre mesure, parce qu'on a vu assez peu d'opportunités intéressantes. Donc voilà, c'est vraiment ce genre d'actifs. Belgique, pourquoi pas sur des actifs neufs, parce que sur les actifs anciens, on a un gros problème de droits d'enregistrement qui sont très élevés en Belgique, ce qui n'est pas clair quand l'actif est neuf. Donc, ce genre d'opportunité, ce sera plutôt de la santé, de l'éducation aussi. On a vu, alors on les a pas gagnés, mais on a étudié des locaux d'école, notamment aux Pays-Bas et en Espagne aussi. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on aime bien parce que c'est des locataires qui sont en général très solides. Et on les choisit bien, qui sont très résilients, qui en général, une fois qu'ils ont trouvé des locaux, restent en place. La politique de distribution de plus-value, je dirais que ça dépend. En fait, là, typiquement, on n'a pas à distribuer de plus-value sur PF Grand Paris parce que la période est un peu incertaine et qu'on voudrait que ça stabilise avant de voir. Voilà, on a gardé ces réserves de plus-value en réserve et on verra par la suite. Des opportunités sur les entrepôts. On n'investit pas dans les entrepôts. En fait, c'est un secteur très spécialisé. Éventuellement, ce que je disais, des locaux d'activité, ce qu'on appelle de la logistique périurbaine, parce qu'il y a une forte demande. Ça reste des locaux de l'immobilier qui est situé dans la métropole. C'est des petits entrepôts sur la première couronne. On sait que les grands opérateurs tels qu'Amazon ont énormément de mal à trouver ce genre de locaux. Donc, sur PF Grand Paris notamment, on met sur PFO aussi, ça pourrait être des actifs intéressants s'ils sont bien situés. Aujourd'hui, on n'a pas vu d'opportunité qui nous semblait intéressante, mais voilà, on n'exclut pas ça. La grosse logistique, non. On estime qu'il faut être spécialisé dans le secteur. Ce n'est pas clairement notre domaine de spécialité, donc pour l'instant, ce n'est pas du tout un domaine où on ira. Et en plus, les taux sont devenus dingues en logistique. Les taux sont maintenant inférieurs à 4%. La logistique, ça reste une chape de béton avec du bardage métallique et au milieu des champs pour la plupart quand même. Donc, en général, une fois que l'entrepôt est un peu vétuste, c'est très facile d'aller s'en construire un, pas loin. Et donc, pour un horizon long terme de la SCPI, je préfère un immeuble du Faubourg Saint-Honoré, franchement. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me relancer si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Et donc, je passe la parole à nouveau à Victor.
Nous n'hésiterons pas à te relancer, Yann. Moi, j'ai vu passer quelques questions sur la souscription à crédit. Est-ce que nous avons un partenaire bancaire? Oui, nous avons un partenaire bancaire qui permet de souscrire à crédit à PFO2, PF Grand Paris, que ce soit en crédit immobilier ou en crédit consommation pour des dossiers qui sont peut-être plus rapides à monter. Est-ce que c'est possible d'acheter des parts de SCPI à crédit en nue propriété? Alors, malheureusement pas avec l'offre que nous proposons. Pour ce qui concerne l'achat de parts de SCPI en nue propriété, il faut savoir que comme il n'y a pas de revenus, ça va nécessairement être un montage où vous allez devoir mettre en garantie un actif à côté. Ce sont des choses qui sont possibles, mais qui sont à négocier pour le coup avec une banque, qui sont un peu plus spécifiques qu'un montage où vous achetez des SCPI et les revenus futurs rembourseront les échéances, ou une partie des échéances en tout cas. Donc oui, nous avons un partenaire bancaire pour les acquisitions à crédit, pas pour de la nue propriété. Ça doit être un premier élément de réponse. Est-ce que nous avons prévu de mettre en place de la décimalisation? C'est des choses que nous avons étudiées, pour lesquelles nous n'avons pas donné de suite positive pour le moment, mais c'est quelque chose que nous étudions très régulièrement et nous ne manquerons pas de solliciter nos clients, en tout cas si nous souhaitons faire évolution. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que c'est en lien avec la mensualisation des dividendes. J'ai la même réponse, j'espère pas trop de Normand à faire, mais c'est quelque chose que nous étudions systématiquement, qui est aujourd'hui pas le cas chez Perial, et nous l'étudions. Ce sont des évolutions qui sont quand même extrêmement importantes derrière, mais ça, je vous passerai tous les détails. Donc, ce n'est pas en tout cas prévu pour cette année, mais nous le remettons à l'étude très régulièrement. Je vois beaucoup de questions sur notre capacité à vous retransmettre cette présentation. Oui, il y aura un email qui repartira à destination de tout le monde pour vous renvoyer le lien en replay de cette vidéo, et nous aurons à cœur dès les prochains jours de reprendre toutes les questions pour les personnes qui voulaient recevoir la présentation en PDF, et nous vous la renverrons avec grand plaisir. Donc, soyez rassurés, nous pourrons vous la renvoyer. Une question sur l'intégration de SCPI dans l'assurance vie. La plupart de nos SCPI sont référencés auprès des grandes plateformes d'assurance vie. Alors, nous n'avons, auprès de nos clients directs, pas la faculté de vous faire souscrire des contrats d'assurance vie et donc d'y loger des SCPI. Mais en tout cas, nos conseillers sont tous au courant de l'éligibilité de nos SCPI, et très souvent vous disent si vous avez une assurance vie chez tel assureur, si vous avez la possibilité de souscrire. N'hésitez pas à nous solliciter. Nous pourrons vous dire si nos SCPI sont référencés auprès des contrats que vous avez souscrits. C'est bon. Je vais prendre une dernière question peut-être avant. On arrête. Pourquoi doit-on attendre 6 mois pour toucher le revenu? C'est une question intéressante sur le délai de jouissance en fait. Mais pour une raison toute simple en fait, c'est qu'à partir du moment où vous nous confiez notre argent, en moyenne, et ça serait pareil si vous achetiez un immeuble ou un actif immobilier vous-même, quand vous décidez d'investir 100 000 euros ou 200 000 euros dans un appartement de revenus, vous ne l'achetez pas le lendemain où vous avez pris la décision. En fait, il vous faut 5 à 6 mois. Ben, nous, c'est pareil. En fait. Le délai moyen d'une acquisition, il faut le savoir, entre le moment où on reçoit le dossier d'investissement par un vendeur et le moment où on achète, en France, il est de plus de 6 mois. Il est de 6 mois et demi, 7 mois quasiment. En Allemagne et aux Pays-Bas, il est autour des 5 mois. Mais vous voyez que donc, ce délai de jouissance qui est de 5 mois sur Perial, il sert exclusivement à ça. Simplement, et ça veut dire qu'il faut être très réactif, et c'est pour ça qu'on est souvent très réactif sur l'investissement, parce qu'à partir du moment où vous prenez une souscription et que vous n'achetez pas en face, il faut quand même vous délivrer du dividende, et donc ça dilue la performance. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour nous, et ce délai de jouissance, il correspond quasi et exactement au temps qu'on met en moyenne à acheter un immeuble. Je pense qu'on va pouvoir... Je pense que nous avons un petit peu dépassé notre timing et notre engagement de tenir 1 heure, mais c'est parce que vous avez été très nombreux à nous poser des questions. Nous n'avons malheureusement pas pu répondre à tout le monde. Sachez que dans les prochains jours, ceux pour lesquels nous n'avons pas répondu
nous vous recontacterons et nous répondrons à toutes les questions. Je m'y engage. J'irai embêter Yann encore pour que, pour que nous puissions vous apporter tous les derniers éléments de réponse. Yann et moi, nous vous remercions d'avoir été si nombreux, de nous avoir écoutés, de nous avoir posé des questions, de votre confiance renouvelée. Encore une fois, un grand merci à tous. N'hésitez pas à solliciter notre équipe de conseillers pour tous vos projets d'investissement. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée à tous.